Cette nuit, le ciel d'Israël s'est embrasé. Des traînées de feu au-dessus des villes, des sirènes hurlantes, des familles courant vers les abris. Et puis, l'impact. Un missile balistique iranien a frappé. Pas une base militaire isolée, pas une zone désertique, une zone habitée. Bilan provisoire, au moins 9 morts. On parle ici d'un tir direct revendiqué par l'Iran contre l'Israël. Et ce que cela signifie est beaucoup plus grave qu'un simple échange de frappes. Parce que ce n'est plus une guerre de l'ombre, ce n'est plus une confrontation indirecte par milices interposées, c'est une attaque balistique assumée, publique, frontale, et à partir de ce moment-là, la question n'est plus « que s'est-il passé ?». La vraie question, c'est « jusqu'où cela peut-il aller ?» Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décrypter ce qui ressemble à un tournant stratégique majeur au Moyen-Orient. Une riposte iranienne d'une ampleur inédite, qui frappe le territoire israélien avec des missiles capables de traverser des centaines de kilomètres en quelques minutes. Pour comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut bien mesurer la nature de l'arme utilisée. Un missile balistique, ce n'est pas un simple projectile artisanal. C'est une arme stratégique, conçue pour franchir les défenses aériennes, atteindre une cible à grande distance et envoyer un message politique aussi fort que l'explosion elle-même. Et ce message, il est clair. Téhéran ne veut plus rester dans la riposte indirecte. Depuis des années, les tensions entre l'Iran et Israël s'expriment par frappes ciblées, cyberattaques, opérations clandestines, assassinats attribués sans être revendiqués. Une guerre grise, officieuse, calculée. Mais cette fois, la logique change. Le tir balistique, c'est l'affirmation d'une confrontation ouverte. C'est un signal envoyé non seulement à Jérusalem, mais aussi à Washington, aux capitales du Golfe, et à l'ensemble de la communauté internationale. Et derrière ces 9 morts, qui ne sont pas des chiffres, mais des vies, se cache une dynamique bien plus vaste, celle d'une escalade qui peut redessiner l'équilibre régional. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette intensité ? Est-ce une riposte proportionnée ? Est-ce une démonstration de force ? Ou est-ce le début d'une séquence incontrôlable ? Dans les prochaines minutes, on va analyser ce qui a déclenché cette attaque, ce que cela révèle des capacités militaires iraniennes, pourquoi les systèmes de défense israéliens n'ont pas tout intercepté, et surtout, quels sont les scénarios possibles à partir d'aujourd'hui. Parce que ce que nous observons n'est peut-être pas un épisode isolé. C'est peut-être le point de bascule. Revenons précisément sur ce qui s'est passé. Dans la nuit, plusieurs missiles balistiques ont été lancés depuis le territoire de l'Iran en direction de l'Israël. Selon les premières informations, il ne s'agit pas d'un tir isolé, mais d'une salve coordonnée. Les systèmes d'alerte israéliens se déclenchent. Les sirènes retentissent dans plusieurs villes. Les habitants ont parfois moins de 90 secondes pour rejoindre un abri. Une partie des projectiles est interceptée par les systèmes de défense aérienne israéliens. Mais pas tous. Au moins un missile franchit le bouclier antimissile et frappe une zone résidentielle. L'impact est direct. Des immeubles sont endommagés, des structures civiles touchées. Le bilan provisoire fait état d'au moins 9 morts et de nombreux blessés, dont certains dans un état grave. Les secours interviennent immédiatement. Pompiers, équipes médicales, unités de déblaiement. Les images qui circulent montrent des bâtiments éventrés, des voitures calcinées, des habitants sous le choc. Côté israélien, le gouvernement parle d'une attaque grave, délibérée, et promet une réponse. Côté iranien, les autorités revendiquent une opération de représailles ciblée, présentée comme une riposte légitime à des frappes antérieures.
et c'est là qu'il faut comprendre ce qui a précédé. Quelques jours plus tôt, des installations stratégiques en Iran ont été frappées lors d'opérations attribuées à Israël. Des explosions signalées près de sites militaires et industriels sensibles. Téhéran dénonce des attaques directes contre sa souveraineté. Dans la rhétorique officielle iranienne, il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'une accumulation. Depuis des années, l'ombre d'une confrontation plane entre ces deux puissances régionales. Israël accuse l'Iran de soutenir et d'armer des groupes hostiles à ses frontières. L'Iran accuse Israël de mener des opérations clandestines sur son territoire, visant ses scientifiques, ses infrastructures et ses capacités militaires. On est dans une logique de guerre indirecte permanente. Cyberattaques, sabotage, frappes aériennes non revendiquées, assassinats ciblés attribués sans preuve formelle. Mais la dernière séquence marque une rupture. Selon des sources régionales, les frappes précédant cette riposte auraient visé des infrastructures liées au programme balistique iranien et à des centres stratégiques. Si ces informations se confirment, cela représenterait pour Téhéran une ligne rouge franchie. Dans ce contexte, la riposte balistique apparaît comme un signal. L'Iran montre qu'il peut frapper directement le territoire israélien sans passer par des intermédiaires. C'est un changement d'échelle. Jusqu'ici, lorsque des roquettes étaient tirées vers Israël, elles provenaient souvent de groupes armés dans la région, créant une forme de distance politique. Cette fois, le tir est attribué directement à l'État iranien. Cela change la lecture stratégique. Car un missile balistique, ce n'est pas une roquette artisanale. C'est une arme conçue pour parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres, à très haute vitesse, avec une trajectoire difficile à intercepter. Son utilisation est autant militaire que politique. Elle signifie « nous assumons ». Dans les heures qui ont suivi l'attaque, les forces israéliennes ont été placées en alerte maximale. Les discussions diplomatiques se sont accélérées. Plusieurs capitales appellent à la retenue, redoutant une spirale incontrôlable. Car le problème, dans ce type de confrontation, n'est pas seulement l'événement en lui-même, c'est la dynamique qui l'enclenche. Une frappe entraîne une riposte. Une riposte entraîne une contre-riposte. Et chaque étape augmente le risque d'élargissement régional. Ce qui s'est produit n'est donc pas seulement une attaque meurtrière. C'est un épisode qui s'inscrit dans une chaîne d'événements plus vaste, nourrie par des années de tensions, de méfiance stratégique et d'opérations indirectes. Et la question désormais n'est plus de savoir si la confrontation existe. Elle existe. La question est de savoir à quel niveau elle va s'arrêter. Maintenant, prenons du recul. Pourquoi cette attaque change-t-elle la donne? Parce qu'on vient peut-être d'assister à la fin d'un équilibre fragile. Depuis des années, la confrontation entre l'Iran et l'Israël reposait sur une règle implicite, frapper, mais sans déclencher une guerre ouverte. Des frappes aériennes, ciblées en Syrie, des cyberattaques discrètes, des opérations attribuées, mais jamais officiellement revendiquées. C'était une guerre de l'ombre, calculée, maîtrisée, ambiguë. Mais un tir balistique direct revendiqué par un État contre un autre État, avec des victimes civiles, ça change la nature du conflit. On quitte la zone grise. On entre dans la confrontation assumée. Et ça, stratégiquement, c'est un basculement. Pourquoi? Parce qu'un missile balistique n'est pas une arme tactique locale. C'est une arme stratégique. Elle est conçue pour envoyer un message à longue distance. Elle symbolise une capacité de frappe nationale. Quand Téhéran utilise ce type d'arme, il ne parle pas seulement à Jérusalem, il parle à Washington.
Il parle aux monarchies du Golfe. Il parle à ses propres alliés et adversaires. C'est une démonstration de capacité. Et dans la région, la perception de la force est fondamentale. Deuxième élément clé, la crédibilité des systèmes de défense israéliens. Israël possède l'un des boucliers anti-missiles les plus sophistiqués au monde. Mais aucun système n'est infaillible. Une salve massive peut saturer les défenses. Si des missiles passent, même en petit nombre, cela crée un choc psychologique. Et ce choc compte presque autant que les dégâts matériels, car la dissuasion repose sur deux piliers, la capacité de frapper et la capacité de se protéger. Si l'un des deux semble fragilisé, l'équilibre stratégique bouge. Troisième enjeu, l'effet domino régional. Les États-Unis sont historiquement engagés aux côtés d'Israël. Toute escalade majeure pose la question de leur implication directe. Les pays du Golfe observent avec inquiétude. Certains entretiennent des relations sécuritaires discrètes avec Israël, tout en cherchant à éviter une confrontation frontale avec l'Iran. La Turquie surveille, la Russie observe, la Chine calcule, car derrière l'affrontement militaire, il y a une bataille d'influence. Le Moyen-Orient est une zone clé pour l'énergie mondiale. Les routes maritimes stratégiques, comme le détroit d'Ormuz, sont vitales pour le commerce international. Si le conflit s'étend, le prix du pétrole peut s'envoler. Les marchés peuvent paniquer. Les chaînes d'approvisionnement peuvent être perturbées. On ne parle donc pas d'un conflit local. On parle d'un risque systémique. Quatrième enjeu, la doctrine militaire. Si les frappes balistiques deviennent un outil normalisé de représailles, on entre dans une logique d'escalade rapide. Parce qu'un missile balistique appelle une réponse proportionnée, ou supérieure. Et à ce niveau-là, les options incluent des frappes aériennes massives, des cyberattaques de grande ampleur, des attaques contre des infrastructures stratégiques. Chaque palier franchi rend le retour en arrière plus difficile. Enfin, il y a l'enjeu politique interne. En Iran, montrer la capacité à frapper Israël renforce une posture de fermeté face aux pressions internationales. En Israël, promettre une réponse ferme est presque une nécessité politique. Les dirigeants des deux côtés sont enfermés dans une logique de crédibilité. Et dans ce type de configuration, la marge de désescalade se réduit. Ce qui change tout, au fond, ce n'est pas seulement le missile, c'est la rupture d'un tabou. La confrontation indirecte laissait une porte de sortie diplomatique. La confrontation directe rend chaque décision plus lourde. Chaque frappe devient un précédent. Chaque riposte devient une référence. Et à partir du moment où deux puissances régionales franchissent ce seuil, le risque n'est plus seulement l'incident. Le risque, c'est l'engrenage. La grande question maintenant, ce n'est pas seulement qui va répondre, c'est est-ce que quelqu'un peut encore freiner la mécanique? Ou est-ce que nous venons d'entrer dans une nouvelle phase durable du conflit au Moyen-Orient? Et c'est précisément ce que nous allons surveiller dans les prochains jours. Maintenant, parlons du point le plus sensible, le risque d'escalade. Parce que dans ce type de confrontation, le danger ne réside pas seulement dans l'attaque initiale. Il réside dans la réponse. Lorsqu'un missile balistique est tiré par l'Iran contre l'Israël, la pression politique devient immédiate. En Israël, l'opinion publique exige une réaction forte. Le gouvernement doit montrer qu'il contrôle la situation. L'armée doit rétablir la dissuasion. Mais toute réponse comporte un risque. Si la riposte est limitée, elle peut être perçue comme une faiblesse. Si elle est massive, elle peut déclencher une contre-riposte encore plus large. C'est ce qu'on appelle une spirale d'escalade. Premier scénario, la riposte calibrée.
Israël pourrait choisir une frappe ciblée sur des infrastructures militaires iraniennes, avec un message clair mais limité. Une manière de réaffirmer la dissuasion sans ouvrir la porte à une guerre totale. Ce scénario suppose que les deux camps veulent éviter l'embrasement régional. Deuxième scénario, l'élargissement indirect. Plutôt que de frapper frontalement, chaque camp pourrait activer ses alliés régionaux. Groupes armés, milices, forces alliées dans différents théâtres. Dans ce cas, le conflit deviendrait plus diffus, plus long, plus difficile à contenir. Troisième scénario, la confrontation directe prolongée, salve contre salve, frappes aériennes successives, cyberattaques massives, perturbation des infrastructures énergétiques. Et là, le risque change d'échelle. Parce qu'à partir d'un certain seuil, les puissances comme les extérieures ne peuvent ne plus rester spectatrices. Les États-Unis sont historiquement engagés dans la sécurité